Les très riches heures du duc de Berry, le manuscrit le plus célèbre et le plus reproduit du Moyen-Âge. Pages les plus emblématiques, les peintures du calendrier, représentant en images les 12 mois de l'année. Beaucoup d'entre vous les ont déjà rencontrés dans les manuels scolaires. La restauration de ce chef-d'œuvre a donné lieu à une superbe exposition à Chantilly du 7 juin au 5 octobre 2025. Vous avez ici le château de Chantilly. Pour la troisième fois seulement, depuis la fin du XIXe siècle, le public a pu admirer des pages originales de ce monument. Le célèbre calendrier, notamment, y était exposé déroulé en entier. Cette manifestation a également été l'occasion d'une présentation d'une grande partie de la riche bibliothèque du duc. Pour la première fois, depuis la mort de Jean de Berry en 1416, tous ces livres d'heures aujourd'hui connus étaient réunis en un seul et même endroit. Partons sans plus attendre à la découverte du plus célèbre d'entre eux, les très riches heures, la Joconde des manuscrits. Un trésor oublié pendant des siècles. Un homme est à l'origine de sa redécouverte. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, que vous avez ici, 1822-1897, cinquième fils du roi Louis-Philippe. En 1830, à la mort du dernier prince de Condé, le petit Henri, âgé de seulement 8 ans, hérite de la fortune colossale de son parrain. Un patrimoine estimé à 66 millions de francs, 19 tonnes d'or. L'héritage comprend notamment le domaine de Chantilly. Le duc d'Aumale, ce grand militaire, consacrera sa vie et sa fortune à l'acquisition d'une fabuleuse collection d'art. Chantilly, qu'il reconstruira, sera l'écrin de ses trésors. En 1856, alors qu'il est à Turin, le duc découvre les très riches heures. Conscient de la portée extraordinaire de cet ouvrage, il l'achète pour la somme de 22 000 francs, 1100 louis d'or, à son dernier propriétaire. Au folio numéro 1, Henri reconnaît le duc de Berry à son portrait. Intuition renforcée par la présence des armes du prince un peu partout. Les spécialistes confirmèrent la découverte du collectionneur et l'identifièrent avec un article de l'inventaire des biens laissé par le duc de Berry en 1416. Item en une layette cassette, plusieurs cahiers d'une très riche heure que faisoient Paul et ses frères, très richement historiés et enluminés. Le manuscrit faisait partie d'un lot d'objets divers composé surtout de tapisseries. Les très riches heures réapparaissent en Savoie en 1485 et disparaissent à nouveau pour reparaître en Italie au XVIIIe siècle. En 1886, le duc d'Aumale, membre de l'Institut de France depuis 1871, veuf et sans descendant direct vivant, lègue son domaine de Chantilly et ses collections à l'Institut, sous réserve qu'à sa mort, le musée Condé soit ouvert au public. Le 17 avril 1898, moins d'un an après sa mort, le musée Condé ouvre au public. Les très riches heures en constituent le joyau. L'occasion de redécouvrir le manuscrit et son commanditaire, le duc de Berry. Jean de Berry naît le 30 novembre 1340 à Vincennes. Vous avez ici Jean de France, duc de Berry. Dessin de Hans Holbein, réalisé en 1523-1524, d'après la statue de Jean de Cambrai, installée dans la Sainte-Chapelle de Bourges. Le prince connaissait le jour de sa naissance, une rareté au Moyen-Âge. C'est le troisième fils du futur roi Jean de Lebon et de Bonne de Luxembourg. En 1349, Bonne de Luxembourg meurt de la peste noire. En 1350, Philippe VI meurt. Jean de Lebon devient roi.
1350-1364. Le 19 septembre 1356, c'est le désastre de Poitiers. L'armée française est vaincue par l'armée anglaise. Le roi Jean le Bon est capturé. Le désastre aurait pu être total. Les 4 fils du roi se trouvaient sur le champ de bataille. Voyant la situation dégénérer, Jean le Bon donna l'ordre qu'il soit emmené loin du combat. Le roi ne garda que son dernier fils Philippe près de lui, le futur duc de Bourgogne. En 1360, le roi Jean est libéré en échange d'une énorme rançon de 3 millions d'écus d'or, somme qui ne sera jamais totalement payée. Comme gage du paiement de la rançon, Jean de Berry est emmené comme otage en Angleterre. Avant son départ pour la captivité, Jean le Bon fait son fils duc de Berry et d'Auvergne. En 1364, Jean le Bon meurt. Charles V, frère aîné de Jean de Berry, devient roi. 1364-1380. Jean de Berry est libéré en 1366. Charles V le fait comte du Poitou en 1369. Comté aux mains des Anglais depuis Brétigny. À charge pour lui de le reconquérir. Une entreprise couronnée de succès, en partie grâce à l'action du connétable du Guesclin, le chef de l'armée royale. Le 1er octobre 1374, la forteresse de Lusignan se rend. Charles V meurt en 1380. Charles VI devient roi, 1380-1422. Le nouveau roi n'ayant que 12 ans, une régence est nommée. Mais ce n'est pas Jean de Berry qui l'exerce en titre, mais son frère Louis d'Anjou. Louis d'Anjou meurt en 1384. Mais en 1388, Charles VI, qui allait avoir 20 ans, remercia ses oncles Berry et Bourgogne. Le roi gouvernera avec l'aide de ses propres conseillers. Une nouvelle fois, le pouvoir échappait à Jean de Berry, qui se retira sur ses terres. Nouveau rebondissement en août 1392, avec la première crise de folie de Charles VI. Mais là encore, Jean de Berry se fit doubler par Louis d'Orléans, frère de Charles VI, qui profita de la faiblesse du roi pour s'arroger une régence de fait. Jean de Berry mettra son énergie dans le mécénat. Un goût pour l'art inné et couvrant des domaines très variés. Son premier protégé sera Guillaume de Machaut, le plus grand poète et musicien du XIVe siècle. Vous avez ici Nature qui offre à Guillaume de Machaut 3 enfants, sens, rhétorique et musique, maître de la Bible de Jean de Sie, 1372-1377. Né vers 1300, Guillaume de Machaut, ce clerc titulaire d'une maîtrise et art, devient secrétaire de Jean de Luxembourg, roi de Bohême et grand-père de Jean de Berry en 1324. En 1360, Guillaume de Machaut accompagne à Calais, en rêve ou en réalité, Jean de Berry qui doit s'embarquer pour l'Angleterre. En 1361, il écrit La Fontaine amoureuse pour le réconfort du prince condamné par la mauvaise paix à un exil dont personne ne voit la fin. De retour d'Angleterre, Jean de Berry renoue avec le poète. En 1371, ils sont en affaires ensemble. En ce temps-là, Guillaume de Machaut écrit La prise d'Alexandrie, une biographie poétique de Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, assassiné en 1369. Guillaume de Machaut et Pierre de Lusignan s'étaient bien connus. Mais Lusignan, le berceau du roi de Chypre, est également le haut lieu du Poitou. Dans les années 1370, Jean de Berry est aux prises avec la reconquête de son comté. Lusignan se rendra le 1er octobre 1374. Guillaume de Machaut
mourut en 1377. Jean de Berry n'oubliera jamais le poète. En 1390, il fera réaliser le plus beau livre manuscrit des œuvres complètes du poète et inscrira sur la dernière page un ex-libris de sa propre main. Le prince s'entourera des meilleurs artistes de son temps. Une volonté d'excellence particulièrement marquée dans la bâtisse, sa grande passion. Jean de Berry se lança dans 17 projets, création ou aménagement de grande ampleur. À Paris, l'hôtel de Nesle ou le château de Bicêtre. Ses efforts se concentrèrent surtout dans ses possessions en Berry, Auvergne et Poitou. Le palais et la Sainte-Chapelle de Bourges, le château de Nonette en Auvergne ou Lusignan en Poitou. De tout cela, il ne reste rien. Quelques édifices seulement échapperont à la ruine du temps. Riom, la capitale du duché d'Auvergne, reçut un équipement digne de son rang. Un palais, une Sainte-Chapelle et une horloge. Les travaux commencèrent avant 1376 et se prolongèrent pendant 20 ans. Le palais, aujourd'hui disparu, a laissé place à la cour d'appel de la République. Mais la justice, royale puis impériale et républicaine, a conservé la chapelle. La Sainte-Chapelle mesure 23 mètres de long sur 9 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Les grandes verrières inondent de lumière les vastes espaces. Le duc et la duchesse assistaient à l'office depuis leur oratoire qui était chauffé. Leurs statues encadrant la porte rappelaient leur présence. La justice, encore elle, a également sauvé l'admirable grande salle du palais de Poitiers. Vous avez ici le palais des comtes de Poitiers, la salle des pas perdus. Les gens du Parlement de Paris, la cour d'appel, réfugiés à Poitiers pendant l'occupation anglaise, retrouvaient dans le palais le cadre qui convenait à l'exercice de la justice souveraine du roi. La grande salle des Plantagenets, édifiée avant 1200 par les rois d'Angleterre, fut complètement réaménagée. Les travaux commencèrent en 1388 et se prolongèrent jusqu'à la fin du siècle. Le mur sud fut abattu pour être remplacé par un autre dans lequel furent découpées 4 hautes verrières partagées en deux par de fins piliers. Contre ce mur méridional fut installée une estrade que vous avez ici, dominant la salle longue de 50 mètres. 3 cheminées monumentales surplombent cette estrade. On accède à la galerie à claire-voie par 2 escaliers nichés dans de fines tourelles. À l'extérieur, les contreforts surmontés de pinacles alternent avec les conduits de cheminée, sans empêcher la lumière de pénétrer à flot. L'ensemble rappelle le gothique angevin. Mais les travaux les plus originaux furent menés à Mehun-sur-Yèvre dans le Berry, que vous avez ici. Le château, commencé en 1367, ce chantier dura plus de 25 ans. On travailla aux gros œuvres de 1367 à 1375. Le donjon fut achevé en 1384. Les ruines sont encore imposantes. La grosse tour, découronnée de ses étages supérieurs, se visite. Le château occupait, tout au sud de la ville, une hauteur dominant la boucle formée par le confluent de Lièvre et de l'Anin. Jean de Berry innova. Pour réaliser les pavements, il fit venir d'Aragon les ouvriers sarrasins Jean de Géronne et Jean de Valence, des morts baptisés de fraîche date. Ces ouvriers établirent à Bourges leurs ateliers et leurs fours et réalisèrent pour la première fois en France des carreaux peints dans une glaçure stanifère, à l'étain, dont les dessins verts, bruns et surtout bleus sont sans précédent dans le royaume. Certains de ces éléments ont été découverts par les archéologues. L'historien Froissart
raconte qu'en 1390, le duc de Berry s'attardait à Mehun-sur-Yèvre pour s'entretenir de son programme artistique avec André Beauneveu, qui dirigeait les travaux de peinture et de sculpture du chantier. Beauneveu est engagé comme imagier de Monseigneur et touche 60 francs par mois pour lui et 3 ouvriers de sa compagnie, 60 pièces d'or. Froissart décrit Mehun comme une des plus belles maisons du monde, car le duc de Berry excellemment y avait fait œuvrer et geôlier et édifier, et avait bien coûté 300 000 francs, 300 000 pièces d'or. Jean de Berry a surtout le goût des livres. Ses 2 familles, Jean le Bon, son père, ne se séparait jamais de ses livres. Les Anglais, qui le firent prisonnier sur le champ de bataille de Poitiers, firent main basse sur ses bagages. Ils y trouvèrent plusieurs livres manuscrits enluminés qui prirent le chemin de l'Angleterre, où certains se trouvent toujours aujourd'hui. Charles V, frère aîné de Jean de Berry, était surnommé le sage, le savant. Les livres les plus répandus au Moyen-Âge sont les livres de prière. Les moines se rassemblaient dans leur église 7 fois par jour pour chanter l'office aux heures canoniales. Ces clercs lisaient leurs bréviaires. Les laïcs qui le pouvaient ouvraient chaque jour leur livre d'heures. À l'origine, les livres de prière des chrétiens étaient appelés psautiers. Ils contenaient les 150 psaumes, un des livres de la Bible, donnant aux chrétiens comme aux juifs le texte par excellence de leur prière. Précédé du calendrier, augmenté des prières essentielles du chrétien, le pater et le credo, et d'oraisons diverses, puis de lecture, le livre de lecture de prière a pris au XIVe siècle le nom de livre d'heures, son lecteur étant censé l'ouvrir 7 fois par jour comme un moine. Mais les livres d'heures ne servent pas qu'à la prière, qu'à la lecture. En cette fin du Moyen-Âge, la peinture de chevalet émerge à peine. La peinture est dans les manuscrits. Les livres d'heures sont à la pointe de l'art de leur temps. Au temps des cathédrales, chaque ville voulait bâtir l'édifice le plus haut et le plus léger. Cette émulation se retrouve chez les princes pour leurs livres d'heures. Jean de Berry en commandera 6, poussant toujours plus loin la création. Jean le Noir commence l'illustration des petites heures en 1372. Vous avez ici un départ pour un pèlerinage. Petites heures du duc de Berry, 1372. À la mort du peintre en 1375, le travail est interrompu jusqu'à ce qu'en 1384, Jean de Berry lui trouve un successeur en la personne de Jacquemart de Hesdin. Après les petites heures, il y eut le psautier de Jean de Berry, illustré en partie par Jacquemart de Hesdin, mais célèbre pour ses monumentales images de prophètes qui peignit le sculpteur André Beauneveu. C'est encore Jacquemart de Hesdin qui exécuta les miniatures des heures de Bruxelles, offertes à Philippe le Hardi. Ces livres étaient de véritables chantiers. Les grandes heures furent achevées en 1409. Le manuscrit contenait, d'après l'inventaire de 1413, de grandes histoires de la main de Jacquemart de Hesdin et autres ouvriers de Monseigneur. Sauf un portement de croix, les grandes images ont disparu. Il ne reste que les petites miniatures et surtout une partie du calendrier. Le coût du manuscrit a été évalué à 4000 livres, 15 kilos d'or. Les belles heures, achevées en 1409, seront l'occasion d'une rencontre déterminante. Vous avez ici les belles heures du duc de Berry, la dérision du Christ. Pour les illustrations, le duc de Berry choisit de jeunes peintres qui avaient travaillé pour Philippe le Hardi, les frères de Limbourg. Paul, Jean et Hermann tiraient leur nom de ce Limbourg, région située entre le Rhin et la mer du Nord.
En 1410, le duc de Limbourg était Antoine de Bourgogne, frère cadet de Jean sans Peur. La plupart des peintres français du XVe siècle sont restés anonymes. Mais grâce à Jean de Berry, les Limbourg font exception. On connaît même quelques éléments de leur courte vie. Leur père, Arnold de Limbourg, était sculpteur. Leur mère appartenait à une famille de peintres de Nimègue, les Maelvel. Le premier document qui mentionne avec certitude les frères de Limbourg date de 1402. Il s'agit d'un contrat de travail par lequel Philippe le Hardy engage Paul et Jean, enlumineurs, pour une durée de 4 ans, afin d'achever l'illustration d'une Bible moralisée, c'est-à-dire une histoire sainte en images avec légendes en latin et français. Le duc interdit aux peintres de travailler pour d'autres le temps du contrat. Paul et Jean sont installés comme pensionnaires dans la maison de Jean Durand, médecin du duc de Bourgogne, au cloître Notre-Dame de Paris. Philippe le Hardy suit de près l'avancement du travail, car il vient souvent dîner chez son physicien, médecin, au cours de l'année 1402. Il reçoit à plusieurs reprises la visite de son frère Jean, duc de Berry. C'est là que Jean de Berry dut faire la connaissance des Limbourg. Philippe le Hardy meurt en 1404. Les frères Limbourg passent de l'hôtel du duc de Bourgogne à celui du duc de Berry. Les belles heures, achevées en 1409, ont probablement été commencées en 1405. Hermann rejoindra ses frères au second semestre 1410. Les 3 frères figurent régulièrement dans les registres des comptes du duc. Le 9 novembre 1413, Paul reçoit du prince un don de 100 écus, 100 pièces d'or. Aux étrennes de 1414, Hermann et Jean reçoivent quant à eux un diamant. En août 1415, avant de partir en campagne, Jean de Berry donne aux 3 frères un rubis de 3000 écus. À partir de 1410, les 3 frères enfin réunis se consacrent à la réalisation des très riches œuvres, le chef-d'œuvre inachevé. En 1416, la mort saisit les Limbourg, le pinceau à la main. Les archives de Nimègue signalent que Jean est mort avant le 9 mars 1416. Paul et Hermann seront à leur tour emportés par la peste en septembre ou octobre de la même année. L'atelier fermé, le travail fut interrompu. Les cahiers et feuilles furent placés dans une petite caisse jusqu'à ce qu'un nouveau possesseur du manuscrit le fasse achever. Cela ne se réalisera qu'en 1485. Le duc de Savoie confiera à Jean Colombe, un artiste de Bourges, le soin de terminer le travail des Limbourg. Les très riches œuvres se présentent sous la forme d'un volume comptant 206 feuillets d'un format de 29 cm de hauteur sur 21 de largeur, orné de 131 miniatures, 66 grandes et 65 petites. Un tel chantier demandait 5 opérations. En premier lieu était réalisée la maquette qui fixait les emplacements réservés aux miniatures. L'étape suivante était celle de la calligraphie. L'écrivain de forme du duc de Berry copiait tout le texte du livre d'heures en 2 colonnes sur des pages qui comptaient 21 ou 22 lignes. Le manuscrit passait ensuite aux mains d'un peintre qui décorait les initiales et les bouts de ligne. Venait enfin l'exécution des miniatures. L'usage des ateliers était de commencer par une légère esquisse à la plume avant que soient peints les fonds, ciel, paysages et monuments, puis les premiers plans et les personnages dont les visages étaient peints en dernier. La décoration des marges et des grandes lettrines était faite en dernier. Les très riches heures s'ouvrent sur le calendrier,
folio 1,13. Le texte commence ensuite par des extraits des évangiles. Suivent les oraisons à la Vierge et les heures de la Vierge, folio 20,63. Puis les psaumes de pénitence et la grande litanie, les heures de la croix, les heures du Saint-Esprit, l'office des morts et l'office de la semaine. Les derniers cahiers sont consacrés au propre de l'année liturgique. À l'illustration prévue dans le texte s'ajoutent les 8 grandes miniatures peintes sur des feuilles isolées qui furent insérées dans les cahiers au moment de la reliure du livre. Les Très riches heures est une œuvre totale rassemblant toutes les passions du duc de Berry. Les illustrations du texte et les 8 miniatures peintes sur des feuilles isolées montrent les monuments tenant à cœur au prince et poussent toujours plus loin l'innovation. L'homme anatomique que vous avez ici, premier des 8 hors-textes, peut être pris pour un supplément du calendrier. La miniature traite en fait d'astrologie. Il s'agit d'illustrer les rapports existants entre l'être humain et les signes du zodiaque. Dans la membre centrale se trouvent 2 figures humaines, dos à dos, étrangement androgynes. Seul est clair l'attribution d'un signe du zodiaque à chaque membre du corps. Le second des 8 hors-textes que vous avez ici, le paradis terrestre, ou plutôt le péché originel, est insolite dans un livre d'heures. La composition de cette image sans bordure rectangulaire est exceptionnelle. Les frères représentent le paradis dans un cercle, symbole de perfection. Ève, tentée par un joli démon, que vous avez ici, partage avec Adam le fruit défendu. Les voilà condamnés par Dieu, chassés par l'ange. Nus, ils ne se sentent plus beaux, mais indécents. Chassés du cercle protecteur, ils errent sans protection dans l'immensité d'un monde hostile. Dans la rencontre des mages, les frères de Limbourg représentent le moment où les cortèges de Gaspard, Melchior et Balthazar se rejoignent, guidés par l'étoile. Les artistes ont toujours cherché à les différencier. Ici, le vieux Melchior a la barbe blanche, Balthazar a la barbe noire et Gaspard est un berbe. Le lieu de leur rencontre est marqué par une montjoie à fine sculpture. Le mot viendrait des pèlerins qui voulaient signaler sur la route le point d'où ils avaient vu pour la première fois apparaître à l'horizon la ville vers laquelle ils cheminaient depuis longtemps. Chaque pèlerin ajoutait sa pierre jusqu'à ce qu'un mécène transforme l'amas primitif en élégante construction. Les premières montjoies auraient été élevées sur la route de Jérusalem par les pèlerins transportés de joie à la vue de la ville sainte. Mais c'est le Paris royal qui apparaît au loin. Notre-Dame, la Sainte-Chapelle et le palais de la Cité. Paris est la nouvelle Jérusalem. Le hors-texte de l'enfer, que vous avez ici, clôture l'office des morts. Le souffle enflammé du Léviathan, encore porteur de sa couronne, entraîne dans un mouvement ascendant une douzaine de damnés. À noter le nombre considérable de clercs tonsurés. Il y en a partout. Une proportion habituelle dans les représentations de l'enfer au Moyen-Âge. Les fidèles ne tenaient pas leurs prêtres en très haute estime. Curieusement, les visages n'expriment pas la souffrance, mais la résignation. L'arrestation de Jésus, que vous avez ici, est la première des miniatures illustrant les heures de la Passion.
l'artiste a suivi l'évangile de saint Jean. Judas donc, menant la cohorte et les gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » « C'est moi, leur dit-il. » Ils reculèrent et tombèrent à terre. L'œuvre est novatrice. La scène dramatique, traitée en ton foncé peu différencié, et pourtant très lisible, l'éclairage se faisant à la lueur des torches. Le ciel bleu de nuit, coiffé, criblé d'étoiles et traversé de 2 étoiles filantes, est tendu sur cette représentation poignante. La tentation du Christ montre Jésus transporté sur une haute montagne par le diable, qui lui dit, en montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire, « Tout cela, je te le donnerai si tu tombes à mes pieds et m'adores. » Matthieu. Or, que choisit l'artiste pour symboliser le monde ici-bas, le monde de Satan? Le château de Mehun-sur-Yèvre, le château préféré du duc de Berry. Le prince, avec ses 17 résidences et ses bijoux, se situe dans le monde dont Satan est le maître. La dernière grande miniature des très riches heures illustre un passage de l'Apocalypse. Le combat dans le ciel oppose Saint-Michel au dragon. L'artiste situe la scène au-dessus du plus vénérable sanctuaire élevé à l'archange. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, où le duc de Berry s'était rendu au moins 2 fois en pèlerinage, accompagnant son neveu, le roi Charles VI. Le monument est représenté de façon documentaire, un traitement rare au Moyen-Âge. Le mont est figuré à marée basse. Le rocher pointu à droite est l'île de Tomblaine. Mais les très riches heures du duc de Berry doivent avant tout leur célébrité à la partie ouvrant tout livre d'heures au Moyen-Âge, le calendrier. Chaque mois du calendrier est illustré d'une grande miniature en pleine page, surmontée d'un demi-cercle où figure le char du soleil, puis entre les étoiles des signes du zodiaque. Le bleu profond du ciel a été obtenu en broyant du lapis lazuli, une pierre semi-précieuse extraite en Afghanistan. Les sujets sont toujours profanes, puisque la terre, le ciel, le mouvement des astres sont l'image des forces de la nature. Les frères de Limbourg s'inscrivaient dans la tradition médiévale. Dans les sculptures des cathédrales, comme dans les peintures des manuscrits, les travaux des champs illustraient le renouvellement et l'éternel retour des saisons. Ils y ont toutefois ajouté des scènes de cour et un décor architectural. Des scènes multi-reproduites. Beaucoup d'entre vous les ont déjà rencontrées dans les manuels scolaires, au point qu'elles sont devenues un symbole du Moyen-Âge. Entrons dans les enluminures. 1er janvier 1415, jour des étrennes à l'hôtel de Nesle à Paris. Représenté de profil comme un empereur romain, Jean de Berry, que vous avez ici, tient sa cour. Le duc est dos au feu qui brûle, sous un dais à ses armes, l'ours et le cygne. Vous avez ici le cygne. 4 jeunes gens font le service d'honneur. Pendant que ces serviteurs s'affairent, les familiers approchent. Par un inventaire conservé, nous connaissons les noms des personnes présentes et la liste de leurs cadeaux. Le prince reçoit ses fidèles parents, le duc d'Orléans, le duc de Bourbon, le comte de la Marche et le comte d'Eu. Le prélat présent à sa droite est le cardinal de Pise, artisan de la paix entre les princes. Ce grand dignitaire de l'Église offre au duc une salière en or à l'ouvrage de Venise, ornée de saphirs et de perles. Un présent à la mode, car qui d'autre vient apporter à Berry un cadeau d'une valeur de 30 livres,
30 pièces d'or, encore une salière. Paul de Limbourg. Les artistes sont-ils représentés sur la miniature? Pour certains, les frères de Limbourg seraient les personnages en bonnet gris. La fête bat son plein. On sert les mets les plus rares dans les objets les plus précieux. La nef, portant les armes du duc, est probablement la salière du pavillon, estimée en 1416 à 1000 livres, 1000 pièces d'or. Est-ce l'insouciance? Peut-être pas. La guerre n'est pas loin. Le jeune écuyer qui s'appuie à la table porte la bande blanche des Armagnacs. Berry et ses proches parents s'opposent à leurs cousins bourguignons. La monumentale tapisserie pendant au mur représente une scène de bataille, peut-être un épisode de la guerre de Troie. Les cavaliers sortis de la ville s'approchent de la table du festin. Mais à la guerre qui menace, le prince oppose un grand espoir de paix. Ces étrennes se tiennent peu après la paix d'Arras, marquant une trêve entre le roi de France et le duc de Bourgogne. Février enveloppe la campagne de son blanc manteau. Le premier paysage de neige de l'histoire de la peinture. Un bûcheron abat un arbre dont les branches ont déjà été liées en fagots. Un homme conduit son âne vers le village. Mais le paysan transi se hâte vers la maison. De la buée s'échappe de sa bouche. Hommes et bêtes se mettent à l'abri. Le troupeau est à l'étable. Le chat est rentré. Les fermiers se recroquevillent. L'artiste a supprimé un mur à la chaumière pour accéder à l'intérieur. Le paysan et sa femme se pressent à la cheminée. Le feu qui crépite réchauffe leur corps. Tout leur corps. Ils ont relevé leurs habits, laissant apparaître leurs parties intimes. La sage demoiselle du premier plan soulève à peine sa jupe pour approcher ses jambes. Elle détourne la tête pour éviter la scène grivoise. Ces ruraux sont beaux. Les Limbourg n'ont pas représenté des rustres ou des vilains. Un respect que l'on retrouvera plus tard chez les frères Le Nain. Le froid est vif. Le petit âge glaciaire commencera vers 1450, mais le climat est déjà plus frais et plus humide qu'au Moyen Âge central. Retour aux champs en mars. Les vignerons s'affairent. La taille de la parcelle de gauche va bon train. On remue le sol à l'aide d'une houe. L'enclos de droite est terminé. Au fond à gauche, un berger porte dans ses bras une grosse botte d'herbe au milieu de ses moutons qui paissent. Le chien guide le troupeau. À droite, un homme tamise du grain dans un sac. Il sèmera la meilleure qualité. Le regard est attiré par la scène du premier plan. Une paire de bœufs bruns et noirs labourent. Une excellente trouvaille. L'animal de droite n'est-il qu'une ombre? Le doute surgit un instant. L'homme qui guide la charrue est bien mis en valeur, mais son visage est très marqué. L'artiste éprouve de la tendresse pour les humbles. Il a conscience de leurs fatigues et de leurs épreuves. Au fond, un château occupe toute la largeur de l'horizon. Le premier figuré dans le calendrier, celui de Lusignan dans le Poitou, conquis de haute lutte en 1374. Un dragon, la fée Mélusine, veille sur la forteresse. La forme que prenait l'ancêtre des Lusignans, roi de Chypre et de Jérusalem. L'ensemble monumental sera toutefois rasé en 1575 lors des guerres de religion. Dans les calendriers, avril
et le mois où on cueille des fleurs, ce que font les filles à droite. L'attention se porte toutefois sur le groupe princier à gauche. Nous assistons à une scène de fiançailles. La demoiselle qui baisse les yeux est sans doute Bonne d'Armagnac, petite fille du duc de Berry. Le prince au turban rouge serait donc Charles d'Orléans, neveu de Charles VI. Une alliance dirigée contre leur cousin bourguignon menée par Jean sans peur. Le jeune garçon à gauche est-il Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, jeune frère de Charles d'Orléans? En 1415, Jean était retenu comme otage en Angleterre. Son frère Charles avait contracté une dette auprès des Anglais lorsqu'il leur avait imprudemment demandé des secours en hommes. En 1412, comme garantie du paiement, Jean d'Orléans, âgé de seulement 13 ans, fut envoyé outre-Manche. Il ne sera libéré qu'en 1445. Les fiançailles de Bonne et Charles ayant eu lieu en 1410, la miniature pourrait être vue comme une espérance de paix et du retour de Jean d'Orléans parmi les siens. Le château qui décore l'horizon est celui de Dourdan, une des demeures du duc, dont le gros œuvre subsiste en partie. Charles, miniature suivante, en rouge, blanc et noir, et Bonne se retrouve de nouveau sur la miniature de mai. Vous avez ici Bonne et Charles. Les robes de Bonne et de ses suivantes sont de verguet, en usage pour célébrer le 1er mai. Les autres personnages portent des feuillages, parures de la cavalcade. Le cavalier en bleu, monté sur un cheval gris, pourrait figurer le duc en sa jeunesse. Ses inséparables petits chiens le suggèrent. Le cortège est précédé de musiciens soufflant dans des trompettes. Ces sonneurs portent les couleurs du duc de Bourbon, le gendre du duc de Berry, époux de sa fille Marie. Tout est prêt pour la paix. Le rituel exige qu'elle soit criée à tous les carrefours par des trompettes à cheval. Mais la paix n'est pas de ce temps. Les Limbourg la placent dans un âge d'or imaginaire. Au fond, les tours qui émergent sont ceux du palais de la Cité à Paris. On y reconnaît la tour de l'horloge et celle de la conciergerie. Juin, le mois des fenaisons. Un travail très genré. Les hommes fauchent en laissant des petites bandes d'herbe intactes. Une femme ratelle du foin et une autre le met en meule à l'aide d'une fourche. On l'étale chaque matin pour le sécher et on le rassemble chaque soir pour éviter l'humidité de la nuit. Une activité indispensable avant le ramassage. La coupe a lieu en plein soleil. Les faucheurs portent une courte chemise de toile fendue. Ils travaillent jambes et pieds nus, protégés par des chapeaux. Les faneuses sont en robe légère, fichues sur la tête. Des scènes des travaux d'antan. À noter la présence d'arbres têtards, dont on a coupé les sommets. De l'autre côté du fleuve, le palais de la Cité est figuré une seconde fois. Mais l'artiste l'a représenté beaucoup plus près du premier plan, déployant les monuments d'un bord à l'autre de la miniature avec une foule de détails. La moisson prend la place centrale de la miniature de juillet. Miniature suivante. Si les plantes fourragères se coupent à la faux, les céréales se tranchent à la faucille. La taille se fait à mi-hauteur. Les bêtes mangeront la paille laissée sur le champ. Les Limbourg y ont ajouté la tonte des moutons, habituellement représentée en juin. Soulignons les gestes très précis des bergers et leurs utilisations des forces. Les travaux
se déroule à l'ombre du château triangulaire de Poitiers, aujourd'hui disparu. Construite au bord du Clain, cette forteresse était distincte du palais des comtes du Poitou, situé sur le plateau. Août nous offre une nouvelle scène aristocratique, la chasse aux faucons. Deux seigneurs portent leurs dames en croupe, accompagnés d'une noble sur son cheval blanc. Le cortège est précédé d'un fauconnier. Celui-ci tient le long bâton qui lui permettra de battre arbres et buissons pour faire s'envoler le gibier. Il porte deux oiseaux au poing. À sa ceinture sont attachés des leurres que l'on garnissait de viande pour inciter les prédateurs à revenir. Trois autres personnages conduisent des éperviers ou des émerillons. Des chiens leur tiennent compagnie. Ils lèveront les proies ou rapporteront les victimes de la traque. Au second plan, la moisson s'achève. Un paysan fauche le champ. Un deuxième réunit les épis en gerbe. Un troisième les charge sur une charrette tirée par deux chevaux. Le tout sous la protection du château d'Étampes, acquis par le duc de Berry en 1400. La haute tour Guinette est encore visible de nos jours, quoiqu'en ruine. La fraîcheur de la Juine a attiré 4 baigneurs. Les limbours ont coloré en sombre les membres plongés dans l'eau. Thème imposé pour la miniature de septembre, les vendanges. 5 personnages cueillent du raisin. À gauche, une femme enceinte fait une pause. Les paniers sont vidés dans des hottes fixées sur des mulets. Ces hottes sont à leur tour déversées dans des cuves tirées par des bœufs. À l'arrière-plan, le château de Saumur occupe les 2/3 du tableau. La forêt de cheminées et de lucarnes préfigure Chambord. Les tours sont coiffées de girouettes à fleurs de lys. En 1410, cette demeure de conte de fées est la propriété de Louis II d'Anjou, petit-fils de Jean II le Bon. Notez, à gauche de la poterne du pont-levis, la haute cheminée de la cuisine, semblable à celle de l'abbaye voisine de Fontevraud. Octobre, le mois des semailles. À droite, un homme lance des graines à la volée. Pise et Corneille se jettent sur cette nourriture providentielle. Mais un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre. Le poids permet aux dents de pénétrer plus profondément la terre. La semence sera recouverte. Pour ce travail d'enfouissement, les équidés sont préférés aux bovins car leurs sabots plus légers écrasent moins le sol. Petite curiosité, l'épouvantail en forme d'archer. Le château en bordure de Seine n'est autre que le Louvre, remodelé par Charles V. Les quais s'animent des conversations des bourgeois, les seuls de tout le calendrier. Autre thème traditionnel, la glandée de novembre. La seule miniature du calendrier qui n'est pas de la main des Limbourg. Une peinture réalisée vers 1485 par Jean Colombe. Le château accroché au rocher, la rivière qui serpente entre les montagnes à l'arrière-plan, rappelle la Savoie. En 1485, Jean Colombe travaillait pour son mécène Charles Ier. Au premier plan, un porcher fait paître son troupeau dans une forêt de chênes. Les glands sont mûrs en ce mois-là et les cochons en sont friands. Pour les faire tomber, le gardien lance un bâton dans les branches. Le droit de pratiquer la glandée ou paisson est généralement accordé du 1er octobre au 30 novembre. Le paysan est laid, une convention médiévale. Les rustres, les vilains ne sont pas beaux. En décembre, dans tous les calendriers, on tue le cochon.
Ici, la victime est bien un porc, mais un porc sauvage, un sanglier. L'artiste a représenté l'Halali, le dernier acte d'une chasse à courre où la bête est mise à mort. Chose curieuse, aucun seigneur n'est présent dans cette scène de loisirs on ne peut plus aristocratique. Les Limbourg ont préféré représenter des humbles. Un piqueux sonne de la trompe. Le valet de chien retient tant bien que mal ses bêtes. De la forêt dépassent les tours du château de Vincennes agrandi par Charles V. Une demeure donc très différente de ce qu'elle était en 1340 quand Jean de Berry y naquit. L'année 1415, qui avait commencé dans les espoirs de paix, s'achèvera tragiquement. Le 25 octobre 1415, à Azincourt, Jean de Berry, qui avait vécu Poitiers, déconseilla la bataille. Mais qui écoute un vieillard ressassant des souvenirs vieux de 60 ans? On connaît la suite. L'armée française subit une des plus terribles défaites militaires de son histoire face à l'armée anglaise. Le duc regagna Paris à la fin du mois de novembre pour y vivre ses derniers mois. L'hôtel de Nesle était en deuil. Ses deux neveux de Bourgogne, Antoine et Philippe, étaient tombés, tout comme ses trois neveux de Bar et son cousin, le duc d'Alençon. Son petit-neveu Charles, duc d'Orléans, et son petit-fils Charles d'Artois étaient prisonniers. Jean de Berry tomba malade à la fin du mois de mai 1416. Il mourut le 15 juin, entouré de sa fille Marie, duchesse de Bourbon, et de deux de ses petits-fils, Charles de Bourbon et Bernard d'Armagnac. Vous avez ici le tombeau du duc de Berry, crypte de la cathédrale de Bourges. L'espoir de paix s'était évanoui dans la réalité à Azincourt. Cette promesse aurait pu se poursuivre dans l'imaginaire des très riches heures, mais Jean, Paul et Hermann suivirent le duc dans la mort cette même année 1416. Le manuscrit demeura inachevé. L'espoir de paix ne se concrétisera pas non plus dans l'imaginaire.